Alors bonjour à tous, je pense qu'on a perdu, Jocelyn, en tout cas je ne le vois plus. Bienvenue dans ce webinaire, dans cette formation sur le thème «Utiliser Booklab en petit et en grand groupe». On a perdu notre animateur principal, je pense qu'il y a un petit souci de connexion, on va attendre qu'il se reconnecte. Bonjour à tous. On va attendre que tout le monde nous rejoigne aussi, je vois qu'on est une trentaine pour l'instant. Bienvenue à tous. Il y en a qui se proposent de remplacer notre intervenant principal, mais on va essayer de le retrouver quand même. Ah, voilà. Bonjour à tous, bonjour. J'ai eu un petit problème technique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci d'avoir fait l'introduction, Alexandra. Je repartage tout de suite mon écran parce qu'il y avait une belle slide de présentation. En tout cas, bienvenue, installez-vous et on va avoir une belle discussion pendant 1 heure. Alors, j'arrive tout de suite. Je vais donc partager mon écran Booklab, puisqu'on est là pour ça. J'espère que toutes et tous, vous allez bien voir mon écran pour cette formation du 14 décembre 2021. Encore bienvenue à toutes et à tous. Il est 16h02. Après quelques minutes de retard, une petite minute, avec les caprices de la technologie, mais très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, lançons-nous. On va encore accueillir, je pense, de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre dans les prochaines minutes, mais on va se lancer, puisque le programme est chargé et très intéressant, vous allez le voir. Lançons-nous dès à présent dans cette formation. Et notre thème du jour, notre fil rouge, la manière dont on va colorer nos échanges, c'est le fait d'utiliser Booklab en petits et grands groupes. Alors, vous allez voir un peu la définition qu'on en donne. Elle n'est pas forcément arrêtée, mais effectivement, comment est-ce qu'on peut créer de l'interactivité, quoi qu'il arrive, en groupe plus restreint ou effectivement dans des audiences, en face d'audiences plus conséquentes. Alors, je vais me présenter. Je vais très rapidement aussi présenter les personnes qui m'entourent aujourd'hui et surtout l'intervenante qu'on a le plaisir d'accueillir pour cette formation. Mais pour ce qui me concerne, moi, je m'appelle Jocelyn, je suis Product Education Manager chez Booklab. En des termes un peu plus français, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner tous les utilisateurs Booklab à utiliser la plateforme au mieux avec des cas concrets d'usage, en créant un petit peu des ressources pertinentes pour comprendre les différents impacts des questions pédagogiques et interactives qu'on propose. Et cette formation, c'est déjà la deuxième fois que je la propose. Elle va être réitérée plusieurs fois, et notamment, je pense, tous les mois en 2022. Donc, soyez attentifs et attentives. Cet objectif de cette formation, il est le même. C'est vraiment de vous guider dans l'utilisation de Booklab, dans l'utilisation de la plateforme, en trouvant des cas concrets et en détaillant ensemble les différentes questions qui existent. Et surtout, alors ce ne sera peut-être pas toujours le cas, mais là, c'est le cas aujourd'hui, surtout en donnant la parole à des utilisateurs, à des formateurs, formatrices, des professeurs qui utilisent Booklab au quotidien et qui peuvent partager leurs bonnes pratiques pédagogiques. Alors, je parlais de formateurs, ou en tout cas aujourd'hui, en ce qui nous concerne, d'enseignantes. On a la joie d'accueillir aujourd'hui pour cette formation sur l'utilisation de Booklab en petit ou en grand groupe, Julia Chanupuello, qui est professeure d'italien à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Et donc, merci et bonjour Julia d'être avec nous. Si tu peux nous dire un petit coucou et te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et de faire cette intervention et de partager ma pratique, mon utilisation quotidienne de Booklab.
Merci beaucoup, Julia. On est très heureux, effectivement, de t'accueillir pour cette formation. Il y a d'autres personnes de l'équipe WooClap qui sont aussi présents et en l'occurrence présentes dans le chat. Alors, je vais y revenir au chat, mais ces personnes sont donc Alexandra et Anaïs qui font partie de ce qu'on appelle la Customer Experience Team, donc vraiment aussi des personnes et des collègues qui sont au plus proche des utilisateurs, au plus proche des usages de la plateforme et qui sont là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Je pense qu'Alexandra aussi pourra relever des questions à l'oral pour nous les poser à Julia et à moi. En ce qui concerne le programme, on a 1 heure et même moins maintenant puisque il est 16h06 déjà. Ça va se dérouler en 3 grands temps. Un premier temps sur une démo que je vais faire de l'outil de WooClap en proposant peut-être des questions spécifiques ou en tout cas intéressantes qui peuvent être faites en petit ou en grand groupe. Donc ça va être dans une première partie. Très rapidement ensuite, bien, effectivement, comme c'est aussi l'enjeu de faire partager des cas d'usage, on va écouter Julia qui nous partagera la manière dont elle utilise WooClap, notamment dans ses cours d'italien, mais pas que, je crois. Comme je le disais à l'instant, une dernière partie, au moins de 10 minutes de questions-réponses, où là, on pourra avoir un petit peu un ping-pong à l'oral, où Alexandra pourra relever des questions qui ont été posées tout au long de notre session et nous les poser à la fois à Julia et à moi. Et en parlant de questions, et avant de se lancer vraiment dans le concret et dans le détail de notre session qui nous intéresse aujourd'hui, je vous invite à poser vos questions donc, dans l'onglet qui est dédié. Vous allez voir, il y a marqué questions juste à côté du chat. Vous voyez que vous avez 2 choses un peu pour discuter au sein de notre session du jour. Il y a le chat pour des messages généraux et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient bonjour et encore une fois bonjour. Mais il y a un onglet vraiment spécifique pour les questions et c'est peut-être plus simple parfois même pour nous d'y répondre et de les gérer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ici. Et je signale aussi que si vous devez, par exemple, nous quitter un peu plus tôt, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin, mais si c'est le cas, vous allez recevoir le replay du coup, de cette session par email juste ensuite et également des ressources pour utiliser WooClap, notamment en petit et en grand groupe. Donc, si vous avez l'impression que ça va peut-être un peu vite dans la démo que je vais en faire ou dans l'explication de certaines questions WooClap, ne vous en faites pas. On a aussi écrit des guides dédiés sur la manière dont on peut utiliser notre solution en groupe le plus restreint ou devant des grandes audiences. Donc, voilà, ne vous en faites pas. Vous allez aussi recevoir des choses écrites et des supports. En parlant de questions à l'instant, moi j'en ai une toute première. Avant de vous expliquer et de vous montrer un peu comment fonctionne la plateforme, je vous invite à vous connecter et je pense qu'à la fois Alexandra et Anis pourront vous envoyer le code pour vous connecter sur cet événement WooClap. Alors vous pouvez vous connecter soit via votre smartphone en scannant, là si vous êtes avec votre téléphone, le QR code qui s'affiche devant votre écran, ou alors en ouvrant un autre onglet avec l'adresse qui s'affiche www.wooclap.com/woogroup, puisque là, voilà, on parle de groupe et de différence de taille de groupe. Et je vois ici, et vous le voyez également, qu'il y a un petit compteur sur les personnes qui se connectent. Je vais attendre un petit peu que le compteur monte. Et nous allons ensuite, je vais vous poser une petite question d'introduction. Nous sommes déjà à 17 personnes qui se sont connectés. Est-ce qu'on va attendre encore un petit peu ou alors vous pourrez nous rejoindre par la suite. Mais bon, voilà, ça commence à se stabiliser autour de 18, 19 personnes. Vous voyez que vous arrivez sur un écran pour l'instant d'attente, 20 personnes. Et une question, dans quelques secondes, va s'afficher une question WooClap et de manière très simple et de manière interactive, vous allez pouvoir y répondre. Donc, la toute première question que je voulais vous poser, pour essayer d'apprendre à se connaître, c'est dans quelle ville êtes-vous actuellement et si vous pouviez peut-être, entre parenthèses, ajouter la ville. Alors, Lyon et Montpellier, on sait où c'est, mais s'il y a des villes où peut-être que la majorité des personnes ne sait pas où c'est, n'hésitez pas à préciser également le pays, entre parenthèses. Alors, je vois, j'ai vu du Lyon, du Paris, Genève, Orléans, Liège,
Bonjour également à la Guinée-Conakry. Et je vois également, voilà, donc pas mal on va dire, de Belgique et de France, Aix-en-Provence également, Gotham City, donc peut-être que Batman est avec nous. Donc la majorité sur la Belgique et la France, et puis potentiellement une personne sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, il va y avoir un petit clin d'œil, puisque les types de questions vont être liés à cette partie du monde vers la suite. Un plaisir, effectivement, en Île-de-France également. Et ben, c'est super, on a un peu différentes personnes de différents endroits, et vous voyez qu'on peut être à des centaines, voire des milliers de kilomètres, et tous être sur le même événement WooClap à y répondre avec un beau nuage de mots. J'y reviendrai sur ce type de questions. Je peux bloquer les réponses ici pour s'arrêter. Voilà, sur ce que vous avez envoyé. En tout cas, encore bienvenue à toutes et tous, à nos amis belges, français, guinéens et tous les autres. Alors, voilà, un petit contexte et pour replacer la manière dont ça a été créé au WooClap depuis presque 6 ans maintenant. Et nous, vraiment, au quotidien, la manière dont on réfléchit la solution, dont on réfléchit la plateforme, c'est d'essayer de répondre aux défis de la pédagogie. Alors, défi de la pédagogie, ça peut être au sein de cours, hein, bien évidemment, en tant que professeur, notamment à l'université, mais défi de la pédagogie, quand on est aussi formateur en entreprise, formateur indépendant, la pédagogie, elle ne s'arrête pas seulement au cadre scolaire. Et il y a plusieurs défis, il y en a peut-être sûrement d'autres, mais nous, on en détaille notamment 3, qui sont le défi de l'attention, le défi de l'engagement et le défi de l'interaction. Alors, le défi de l'attention, je ne vais rien vous apprendre si vous êtes une majorité de professeurs ou de personnes intéressées par la pédagogie aujourd'hui avec nous, mais c'est souvent difficile de capter et surtout de maintenir l'attention d'une audience, que ce soit une dizaine de personnes ou 150 personnes en amphi. On sait aussi par des études que notre attention, elle baisse chez chacun et chacune d'entre nous au bout de 10 minutes, peu importe la tâche qu'on peut effectuer ou peu importe ce qu'on suit. Donc, j'espère qu'on va garder votre attention tout du long jusqu'à 17 h. Et donc, ce défi-là, c'est qu'en tant que formateur, en tant qu'enseignant, on essaye d'avoir cette attention un peu constante et qu'on puisse porter aussi l'attention de nos apprenants aux bons endroits. Il y a également le défi de l'engagement, plus que simplement être attentif. Il y a le fait, quand on suit une session de cours ou de formation, de pouvoir être engagé, d'être lié à ce qui est en train d'être dit. C'est très important, l'engagement, parce que ça va permettre d'ancrer les savoirs, en tout cas d'ancrer un petit peu les connaissances qui sont transmises lorsqu'on détaille voilà, soit une session, soit une formation, soit un cours. Et c'est encore une fois difficile de lutter contre la passivité. On peut être attentif, mais on peut être passif. Donc l'enjeu de WooClap, c'est aussi de travailler sur l'engagement. On va essayer de voir comment. Et peut-être que le niveau encore supérieur dans l'engagement, c'est le défi de l'interaction. Créer de l'interaction, notamment orale, ou créer tous les moyens nécessaires de déployer tous les outils pour que l'interaction de cette interaction soit possible. Ça va créer de la richesse, pour l'apprenant ou l'apprenante, avec le fait qu'il puisse interagir vraiment avec la personne qui lui transmet des savoirs ou qui la forme, et l'enseignant qui va aussi pouvoir creuser son sujet ou avoir des retours d'informations, pouvoir faire un feedback, ce qu'on appelle en anglais, à ses apprenants. Donc l'attention, l'engagement et l'interaction sont vraiment des défis auxquels essaie de répondre WooClap. Et WooClap, j'imagine que vous savez toutes et tous plus ou moins ce que c'est, mais voilà, en une phrase, c'est une plateforme de questions interactives qui va dynamiser donc vos sessions de cours ou de formation et mesurer la compréhension de vos apprenants. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que WooClap a été conçu. Et pour revenir à notre question du jour sur les petits ou les grands groupes, justement, alors un petit point de définition, ou en tout cas une base sur laquelle se mettre d'accord. Il n'y a pas de choses absolues ou objectives, et ce serait aussi difficile de peut-être donner un chiffre sur à partir de quand, de combien est-ce que c'est un grand groupe, ou en dessous de combien c'est un petit groupe. L'enjeu et ce qu'on essaie de transmettre, c'est qu'un petit groupe, c'est que normalement, l'objectif de faire parler chaque apprenant pendant une session est plutôt atteignable. Et donc, si on veut quand même un chiffre, on serait autour de maximum, 25, 30, et peut-être pas plus. Et à l'inverse, un grand groupe, c'est
là où l'interactivité peut et doit être mise en place, ça c'est nécessaire, hein, même si c'est un très très grand groupe, on peut créer de l'interactivité. Par contre, peut-être que la participation à l'oral de chacun et chacune des personnes qui font partie de votre audience est difficile à être assurée, en tout cas plus difficile à mettre en place. C'est vraiment peut-être la participation à l'oral et le fait de faire parler chaque apprenant, chaque personne dans votre audience qui va définir ce qui est plutôt un petit groupe ou plutôt un grand groupe. Encore une fois, il y aurait une multitude de définitions. Donc, on vous propose celle-là, mais elle est sujette à discussion, bien évidemment. Ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais effectivement reprendre avec vous, faire une petite démo de l'outil. On va ensemble créer un événement WooClap pour vous montrer comment ça se déroule et je vais m'attarder pendant quelques minutes sur quelques questions ou paramètres qui peuvent être intéressants en petit groupe ou en grand groupe. Donc, si vous voyez toujours mon écran, je sors de l'événement qui a été créé exactement pour aujourd'hui et je vais tout simplement, au sein de mon tableau de bord WooClap, créer un nouvel événement qui est là forcément vierge puisque je viens de le créer il y a simplement quelques secondes. C'est vraiment la base de tout, de toute création de contenu sur WooClap. Il faut créer son événement. Une des premières choses sur laquelle je peux avoir une action, c'est de changer le titre plutôt que mon nouvel événement. Là, je le disais il y a quelques minutes, mais on va peut-être aller sur un cours de géographie et peut-être fin de semestre. Alors, je sais que beaucoup de profs, ce n'est pas de la nomenclature, on serait plus sur de S2, groupe 4 ou des choses comme ça. Là, je vais essayer de rester simple et de faire quelque chose d'assez minimaliste, mais disons que j'ai envie de donner ce titre-là. Et la deuxième chose sur laquelle je peux avoir une action avant même de créer du contenu, c'est ici. C'est vraiment aussi la base de toute participation de votre audience. C'est ce qu'on appelle le code de l'événement. Et ce code-là permet à vos étudiants ou à vos apprenants ou aux personnes que vous formez de participer à votre événement. Donc, il est généré automatiquement. Vous pouvez le laisser tel quel. Ou vous pouvez vous dire, je vais créer un code un peu plus usuel qui est simple à retenir. Bon, ici, je trouve qu'il est assez simple finalement à retenir. On va essayer de le garder tel qu'il est, mais j'aurais pu créer Géo avec la date du jour, ou en tout cas aussi, ça permet de retrouver exactement les événements qu'on crée. Donc voilà, j'ai changé mon titre et maintenant, je vais me lancer sur la création de contenu. Alors, pour les biens de la démo et les biens du fait que je ne vais pas créer plein d'événements à la fois, on va rester sur cet événement-là que je viens de créer, mais je vais peut-être vous expliquer parfois comment ça peut être intéressant en grand groupe, certaines questions ou certains paramètres, et également comment quelques questions ou quelques paramètres peuvent être intéressants en petits groupes. Donc, ce n'est pas vraiment usuel puisque si vous avez 10 personnes ou 150 personnes à former ou devant lesquelles vous devez donner cours, eh bien, effectivement, l'enjeu sera très certainement de créer 2 événements distincts. Mais pour les biens de notre session du jour et de ne pas multiplier la création de contenu, disons que je reste ici et que je vais à l'oral vous expliquer quand il s'agit plutôt de grands groupes ou plutôt de petits groupes. Et encore une fois, je le répète, vous allez recevoir des choses par email, des choses écrites, des guides qui ont été écrits spécifiquement avec vraiment un récap si vous avez envie de vous y replonger et de pousser la question. Alors, ce que je vous ai fait en début de session, c'est ce qu'on appelle un icebreaker, et ce qui fonctionne bien quand même dans des grands groupes. Ça fonctionne bien aussi en petits groupes, mais dans des grandes audiences, ça va être intéressant d'avoir plein de mots qui s'affichent. Et donc, c'est grâce à cette question qui s'appelle « nuage de mots ». Donc là, je me dis qu'avant même de rentrer un peu dans le sujet concret de mon cours, je veux créer un peu un icebreaker. Et l'intérêt de l'icebreaker, ça va créer une question informelle, ça va amener votre audience, ou en tout cas vos étudiants au fur et à mesure, dès le début du cours, à rentrer dans la dynamique. C'est un contrat tacite entre vous et eux, de pouvoir vous dire, je crée une question qui est un peu en dehors, entre guillemets, du cours ou de la matière dédiée, mais je vais juste vous poser une question sur, par exemple, comment est-ce que vous allez, ou alors comment vous sentez-vous en cette fin d'année. Voilà.
une question prise de température, disons-nous, et c'est intéressant de commencer peut-être un cours ou une formation comme ça, puisque voilà, ça permet d'avoir un rapport informel plutôt que de directement commencer par des questions de contenu. Donc, on va sauvegarder ici. Là, j'ai écrit la question dans l'intitulé. Il n'y a pas de bonne réponse, puisque voilà, on attend vraiment, c'est une prise de température. Vous voyez qu'ici, il y a une barre de paramètres qui s'est ouverte, qui est dédiée à chaque question avec plusieurs choses que vous pouvez faire. Une des choses sur lesquelles je veux porter votre attention, c'est de bien garder le fait qu'il y ait des réponses multiples. Potentiellement, c'est intéressant. Voilà, est-ce qu'une personne se sent à la fois fatiguée mais motivée, ou joyeuse mais fatiguée, ou je ne sais pas, ça peut être intéressant. Si vous pensez que ça ne nécessite pas de réponse multiple, vous pouvez l'enlever, mais c'est intéressant dans un nuage de mots, voilà, de le conserver. Je vais sauvegarder cette question qui vraiment est intéressante en grand groupe, encore une fois, je le répète, puisque de manière consolidée, avec beaucoup de réponses, on va avoir quelque chose de joli avec le nuage de mots que vous venez de voir sur la question des villes et des pays. Moi, j'ai mon cours en tête de géographie et je sais que voilà, après cette question, je vais me lancer dans du contenu forcément et je vais expliquer plusieurs choses. Vous allez voir que notamment c'est sur l'Afrique de l'Ouest. Donc de nouveau, bonjour à la Guinée-Conakry. Et après ce contenu de 10-12 minutes, voire 15 minutes, beaucoup de pédagogues recommandent de faire ce qu'on appelle des pauses évocatives. Puisque, comme je vous l'ai répété, je vous l'ai dit, l'attention peut baisser au bout de 10 minutes. Donc, c'est important aussi de réengager ses apprenants, réengager ses étudiants au bout de 10 minutes en posant une question sur ce qui vient d'être dit. Et pour cela, je vais créer une question de type QCM, donc question à choix multiples, en me disant qu'on vient, par exemple, de parler du Burkina Faso. Et je vais faire une pause évocative au bout de plusieurs minutes d'exposé pour leur poser une question assez simple sur quelle est la capitale du Burkina Faso, tout simplement. Donc là, on ne va pas être sur de la prise de température, on va être sur quelque chose qui est plutôt vrai ou faux. Quand même. En tout cas, il faut une bonne réponse. Donc, on va dire, est-ce que c'est Dori, est-ce que c'est Ouagadougou ou est-ce que c'est Bobo-Dioulasso? Et donc, la capitale du Burkina Faso, c'est Ouagadougou. En tant que créateur, je suis obligé d'au moins mettre une bonne réponse. Et là, il n'y en a qu'une, puisque c'est une capitale. Pareil, pas de réponse multiple ici, puisque c'est une capitale, et donc il n'y a qu'une bonne réponse. Et donc, cette pause évocative, au bout de 10 minutes, j'ai un peu scénarisé dans ma tête. Je sais que je vais la poser, voilà, après ce contenu. Je sauvegarde. Donc voilà, en termes de type de questions en grand groupe, et pourquoi c'est intéressant le QCM en grand groupe, parce que ça va créer des barres de pourcentage assez consolidées. On va vraiment avoir, si on a 60 réponses, si on a 100 réponses, si on a 120 réponses, on va avoir vraiment des pourcentages assez consolidés sur est-ce que les personnes pensent que c'est Ouagadougou, Dori, Bobo-Dioulasso, alors que si on est un petit groupe de 5 ou 6, bon, ça va donner des pourcentages, mais peut-être que c'est un peu moins pertinent ce type de questions. Alors que voilà, à beaucoup de réponses, le QCM va vraiment donner de la valeur et quelque chose de consolidé. En grand groupe, ce qui est intéressant, c'est que pas forcément de la création de questions, mais c'est aussi de s'intéresser à ce qui entoure la création de questions, c'est les paramètres. Et j'ai envie de vous en montrer quelques-uns. Un des premiers paramètres que je souhaite vous montrer, c'est le fait d'enlever les résultats visibles par défaut. Donc, de décocher cela, puisque effectivement, en grand groupe, on sait toutes et tous qu'il y a différents profils. Il y a des personnes qui participent beaucoup, qui prennent la parole, et à la fois, en plus, très rapidement, qui vont pouvoir donner les réponses, qui vont avoir envie de donner les réponses, et en plus, rapidement. Et de même, si on leur propose une question WooClap, très rapidement, leurs réponses vont s'afficher. Et à l'inverse, il y a d'autres profils qui sont peut-être plus timides ou qui prennent plus de temps. Et le temps de l'apprentissage ou le temps de la réflexion est vraiment différent entre chacun d'entre nous. Et donc, le fait d'enlever les résultats visibles par défaut va vous permettre, vous, en tant que créateur de cette question, en tant que prof, en tant que formateur, de décider, au bout de 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, quand est-ce que vous souhaitez afficher les réponses, finalement, qui sont arrivées, plutôt que de les avoir au bout de quelques secondes et peut-être d'influencer les autres personnes dans votre audience ou les autres étudiants dans votre audience qui n'ont pas encore répondu. On propose vraiment à tout le monde, surtout au sein d'un grand groupe, de prendre le temps de la réflexion et de pouvoir
envoyer sa réponse en fonction de ce qu'il ou elle souhaite vraiment répondre et pas en fonction de ce qui commence à s'afficher sur l'écran projeté, sur la question WooClap. En grand groupe, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir potentiellement, juste en dessous, activer le petit bouton « Je suis perdu ». Alors, ce bouton « Je suis perdu », quand je lance mon événement, vous allez le voir, il y a un petit compteur ici. Alors là, 0 puisque personne n'est connecté, mais en tout cas, ce compteur ici, je reviens dans mes paramètres, permet aux créateurs de questions, aux profs, aux formateurs, d'avoir peut-être une vigilance, toujours un garde-fou, puisque lorsque vous participez, vous pouvez dire « je suis perdu » à n'importe quel moment du cours ou de la formation, et ça pourra donner une indication à la personne qui donne l'enseignement de se dire si là 3 personnes, 4 personnes, 15 personnes sont perdues, il va falloir que je m'arrête et que je reprenne ce qui vient d'être dit depuis 5 ou 10 minutes parce que si ils ou elles sont perdus, c'est qu'il y a peut-être un problème ou je suis allé trop vite. Ça permet encore une fois dans des grands groupes, un peu dans un effet témoin de grandes classes ou d'amphi ou de grandes formations ou de grandes assemblées générales, de pouvoir donner la possibilité à chacun, même les plus timides, dans ces grandes assemblées, de porter sa voix et de dire quand il ou elle est perdu. Et encore une fois, pour finir sur les grands groupes, au même titre que la fonction « je suis perdu », je parlais de porter sa voix. Ce qui est intéressant aussi, ce n'est pas un type de question, mais c'est une fonctionnalité de WooClap qui parfois n'est pas souvent utilisée, c'est le petit onglet qui s'appelle « Message » ici, à côté de « Vote ». Et donc, Message, ça vous permet de, au sein de WooClap, créer un peu un chat. On pourrait le voir comme ça. Donc, j'active le mur de messages et j'autorise les likes. Ça va permettre, une fois qu'il est activé et que votre événement est lancé, à la fois à vos apprenants de répondre à vos questions, bien évidemment, puisque c'est les questions que vous créez, mais aussi, en bas à droite de leur espace de participants, ils peuvent envoyer des messages, envoyer des questions à n'importe quel moment. Ils ne sont pas forcément liés à la temporalité de lorsque vous leur proposez la question. Et donc, encore une fois, dans un grand groupe, je pense que c'est intéressant de pouvoir donner toutes les possibilités à tout le monde de s'exprimer et d'envoyer des questions quand ils le souhaitent, de poser, d'avoir des interrogations, de dire quand ils ou elles sont perdus. Et donc, avec cette structure d'activer le mur de messages, d'activer les likes et de pouvoir dire quand ils ou elles sont perdus, on a déjà une configuration où un grand groupe a les moyens, et en tout cas les personnes qui sont les plus timides, a les moyens de faire porter leur voix. Maintenant, j'avance un petit peu avant de te donner la parole, Julia. Je voulais juste faire aussi un petit focus sur peut-être une type de question là qui pourrait être intéressante quand on est en petit groupe. Et donc là, on va peut-être aller, vous voyez que vous avez un carrousel de questions et vous pouvez aller soit vers la gauche, soit vers la droite, choisir la question qui vous intéresse. On ne va pas les déployer toutes ensemble aujourd'hui, mais on peut cliquer sur la question de type brainstorming. Et la question de type brainstorming, comme vous le savez, on va être sur l'idéation collective, on va être sur des choses peut-être un peu plus restreintes en termes de nombre de participants, puisque la parole va être plus fluide, donnée à l'un ou à l'autre. Et là, sur une question, par exemple, sur le Burkina Faso, au lieu d'avoir une question fermée sur seulement la capitale, on pourrait se dire qu'avez-vous retenu du chapitre sur le Burkina Faso, par exemple. Et on pourrait se dire que les différentes catégories que vous proposez, eh c'est la culture, la politique, d'un point de vue politique et d'un point de vue de démographie. Et donc là, je potentiellement aussi peux créer le fait de liker les réponses. Comme ça, s'il y a des réponses qui sont pertinentes et qui sont déjà envoyées, les personnes peuvent les mettre en avant et être d'accord avec ces réponses qui ont déjà été envoyées. Et donc, voilà, vous pouvez aussi mettre un compte à rebours. Mais là, si vous voulez prendre le temps d'avoir une réflexion collective, vous pouvez le laisser comme ça et sauvegarder. Et donc, ce type de question brainstorming peut fonctionner avec beaucoup de monde, mais est aussi intéressante quand même quand on est un groupe plus restreint. On va prendre le temps de donner la parole à l'un ou à l'autre. Et elle peut même être couplée, ce type de question WooClap, au fait de demander un pseudonyme à vos participants. Puisqu'en effet, lorsque les participants, donc vous avez demandé un pseudonyme avant qu'ils participent à votre événement,
Et lorsqu'ils participent à votre brainstorming, leur pseudonyme va s'afficher. Donc là, on est vraiment dans une idée de co-création avec les réponses qui arrivent en fonction des catégories et les réponses qui sont liées aussi au pseudonyme. Donc, il y a Nicolas, Sephora qui répondent et donc on peut comme ça aussi très vite rebondir plutôt que de demander qui a envoyé cette réponse. Le fait d'allier le pseudonyme et le brainstorming peut être intéressant dans un groupe plus restreint. Une dernière chose, en tant que formateur, en tant que prof, on scénarise nos sessions forcément. Là, on a créé des questions WooClap, bon, bah, c'est bien, mais ce qu'on souhaite, c'est aussi, je vous le disais, d'avoir du contenu, en tout cas un support de cours ou un support de formation. Vous voyez qu'ici, on peut ajouter une présentation. Ça, c'est très important, alors que ce soit en petit ou en grand groupe. Moi, je vous conseille de le faire si vous en avez l'utilité, mais c'est souvent intéressant. Donc, vous voyez que là, j'ai un cours Afrique de l'Ouest. Et l'enjeu, lorsque je vais ajouter mon cours et que j'ai ajouté les différentes slides que j'ai proposées au sein de mon événement WooClap, je vais pouvoir ensuite insérer les questions déjà préparées au sein des slides qui sont maintenant ajoutées. Donc, je vais cliquer sur « Insérer des questions ». Vous voyez qu'il y a déjà la prévisualisation. Je fais « Insérer des questions ». Et au même titre vraiment qu'un scénariste qui va découper sa pellicule, vous le voyez ici, il y a les slides qui sont prévus. Vous pouvez ensuite vous dire que vous souhaitez poser votre question de brainstorming directement avant même d'entrer dans le vif du sujet. Donc, comment vous sentez-vous en cette fin d'année? Ensuite, voilà, il y a en bref sur l'Afrique de l'Ouest, les différents pays, un focus sur le Burkina Faso, deuxième focus sur le Burkina Faso. Et donc là, forcément, on va arriver sur la pause évocative dont je vous parlais, quelle est la capitale du Burkina Faso, plutôt grand groupe, comme vous l'aviez je voulais formuler. Et peut-être que si vous étiez dans un petit groupe, donc là, je rechange un peu de structure, vous pourriez aussi vous dire que ça vient directement après ces deux focus sur le Burkina Faso, le brainstorming que vous souhaitez proposer à votre audience. Vous faites sauver et vous voyez que le temps du chargement et le fait que ce soit sauvé, lorsque vous lancez ensuite ici avec le bouton « Lancer votre événement WooClap », vous n'aurez plus besoin de switcher entre deux endroits différents ou deux onglets différents, puisque à la fois vos slides et vos questions, comme ici la question de brainstorming, puis, la question d'icebreaker, puis ensuite les questions de contexte, les slides de contexte arrivent, sont intercalés. Vous n'avez plus besoin de dire que vous avez deux supports différents. Donc, c'est intercalé. Il y a le focus sur le Burkina Faso, un deuxième focus sur le Burkina Faso, et ensuite les questions que j'ai préparées à la fois en petit groupe et à la fois peut-être en plus grand groupe. Donc, voilà une petite revue de ce qu'on pourrait faire et de ce sur quoi on pourrait partir sur des contextes de plus grands ou de groupes plus restreints. Maintenant, ce qu'on aimerait aussi entendre, c'est ton retour, Julia, sur toi en tant qu'enseignante d'italien, la manière dont tu fonctionnes avec WooClap. Et je reviens sur notre présentation de tout à l'heure pour cela. Voilà. Un petit récap sur le grand groupe, mais vous allez recevoir par email nos conseils pour les grands groupes et pour les petits groupes. Et maintenant, c'est à ton tour et à toi la parole, Julia. Merci Jocelyn. Donc, je vais essayer d'être efficace et de ne pas trop parler, parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc, je vais commencer juste par dire ce qui m'a amené à WooClap. Et puis après, je montrerai quelques slides concrètes d'utilisation en cours. Alors, ce qui m'a amené à WooClap, c'est ce qu'a finalement a dit Jocelyn aujourd'hui en introduction. À la base, c'était comment interroger tous mes étudiants. Donc, le plus gros de mes cours sont des cours de langue, puisque je suis professeur italien, mais pas uniquement. Et donc, c'était comment, même sur des groupes de 35, 40, comment faire pour interroger tout le monde, pour que les élèves, les étudiants aient le temps de pratiquer la langue, et surtout comment les rendre actifs. Dans un premier temps, le moment de début de cours où on les interroge sur ce qu'on a fait la fois précédente, ou de façon classique, si je les interroge à l'oral, il n'y a que 2-3 personnes qui répondent et au mieux 4-5 qui écoutent les réponses des camarades. Ensuite, c'était comment les rendre tous actifs. Donc, il me semble que Jocelyn en a largement parlé aussi. J'ai des cours d'1 heure et demie sur 12 semaines, donc ça fait peu d'heures de pratique.
Et ensuite, dans un dernier temps, ça a été comment intensifier leur phase de production et pas juste d'émettre des mots, de prendre la parole peu finalement pendant le cours et juste pour émettre des mots, mais plutôt faire des phrases dans mes groupes. Hein. Donc, j'ai des groupes on le redira, entre 30 et 45 étudiants maximum, tout en favorisant ce que j'essayais déjà de faire, la collaboration, la médiation, la remédiation. Avant de commencer donc la première question, aussi pour dire motivation quotidienne. Donc au quotidien, j'utilise dans tous mes cours WooClap en présentiel et ensuite je dépose sur le Moodle, donc sur leur NT, je dépose le lien au rythme du participant qui leur permet, s'ils veulent, de refaire l'activité ou s'ils ont été absents de faire le cours. Et donc, aujourd'hui, je vous proposerai des exemples pris en cours de langue. Donc, pas besoin de parler italien, c'est essentiellement avec des débutants. En cours de méthodologie, donc là, ça sera des réponses en français, et en cours de didactique. Voilà. Et donc, on s'est dit avec Jocelyn que ce serait bien de commencer par une première question qu'on vous poserait, qui est une question que j'ai posée à mes débutants, mes étudiants de L1, dès le premier cours. Donc, je vous laisse participer, comme vous l'a indiqué tout à l'heure Jocelyn. C'est sur le même, hein, c'est toujours sur celui auquel on a participé, sur lequel on a participé pour mettre nos villes tout à l'heure. Quels sont les mots d'italien que vous connaissez? Je vous laisse, voilà. Exactement comme j'ai fait avec mes étudiants. Très bien. Je crois qu'on a déjà, peut-être on peut arrêter, non? Peut-être, Jocelyn? Il me semble qu'on a pas mal de mots. Alors, c'est parfait, c'est un bon exemple. Je viens de figer le nuage, donc parfait. Super, c'est un bon exemple. Ça reprend vraiment ce que je peux avoir avec mes étudiants. Alors, le ciao qui revient, on va le voir tout de suite après, qui revient. Des mots qui sont effectivement italiens, d'autres qui ont la prononciation italienne, mais qui ne sont pas écrits en italien. Des buongiorno écrits avec quelques erreurs, lasagne aussi, c'est parfait. Fait avec les mêmes erreurs que mes étudiants. Donc, voilà, ce qu'on va vous présenter à partir de la prochaine diapositive avec Jocelyn, c'est essentiellement 2 activités que je fais beaucoup, que j'utilise beaucoup, dont vous a parlé Jocelyn aujourd'hui. Donc, ils sont, comme vous commencez à le voir là, les nuages de mots et ensuite le brainstorming, voilà, que j'alterne avec des diapositives. Donc là, vous retrouvez exactement la même activité que j'ai faite avec les étudiants. Vous retrouvez le nuage de mots et à droite, vous voyez au centre, excusez-moi, le nuage créé par la réponse des étudiants, les réponses des étudiants, comme vous voyez. D'ailleurs, comme vous, ce qu'ils ont cité le mieux, c'est ciao, bien écrit, donc très bien. Et à droite, vous voyez, j'avais activé l'option modérateur, ce qui est vraiment très, très utile, en particulier, en tout cas dans mon cas, en tant que professeur de langue, puisque ça me permet de trier, vous voyez, les mots que les étudiants ont envoyés, et j'ai la possibilité soit de valider, soit, je ne sais pas si vous apercevez, vous voyez un peu à droite, c'est une poubelle, donc soit de, entre guillemets, les jeter, et je le fais en direct avec eux, pendant qu'ils envoient, et donc j'explique pourquoi je jette, ou je les amène à dire attention, ça s'écrit pas comme ça, et ils renvoient avec la bonne orthographe. Et ça me permet de laisser vraiment un nuage de mots uniquement avec des mots bien orthographiés, puisque en tant que professeur de langue, c'est important que ce qui pourrait servir de trace écrite soit bien avec les mots bien orthographiés, surtout qu'après, je le dépose aussi sur Moodle, donc il n'est pas question de laisser quelque chose avec des erreurs, et ça permet de travailler avec eux exactement de la médiation, de la remédiation sur les erreurs. Et donc là, vous avez le nuage de mots, entre guillemets, nettoyé de toute erreur possible. Donc, c'est le résultat final.
Et je m'en sers en premier cours. Mon but, c'est vraiment de partir de ce que connaissent les étudiants, comme on a fait avec vous pour la question. Ben voilà, vous êtes débutant en italien, vous n'avez jamais fait d'italien, mais finalement, vous connaissez déjà des mots. Alors, c'est vrai que c'est plus évident parce que je suis professeur d'une langue latine. J'imagine qu'ils auraient moins à me dire si c'était avec du chinois. Et à partir de là, je me sers de leurs réponses pour travailler, en fait, quelques règles de phonétique. Notamment, ici, je prendrai des mots comme à droite, vous avez le « ke », C-H-E, qui se prononce « ke » et pas « che », le « cha » ou le « cia » qui fait « che », le « dolce » et le « ce » qui fait « che », le « spaghetti » qui connaissent tous sur les paquets de pâtes avec le GHE qui fait gay. Et donc, ça me sert de partir de ce qu'ils connaissent pour déjà faire construire le cours. Avec d'autres groupes, j'ai fait d'autres thèmes. Je ne les faisais pas mis là parce que c'était des thèmes un peu plus avancés. Non, tu peux revenir en arrière, Jocelyn. Et avec donc d'autres groupes, j'ai fait sur des thèmes qui étaient différents, des groupes avancés, enfin plus avancés de seconde, troisième année. Par exemple, sur le lexique du tourisme ou le lexique, ce qu'ils connaissent comme lexique sur le travail. Je le faisais en début de séquence, on voyait ce qu'ils connaissaient déjà. Et puis, en fin de séquence, ça permettait d'évaluer ce qu'ils avaient appris entre-temps. Et au tableau, ben, j'improvise avec ce qu'ils envoient et de regrouper par champs lexicaux les termes qu'ils ont envoyés. Donc, maintenant, en effet, on va passer à un autre exemple. La slide suivante, voilà, qui est un exemple, cette fois-ci, d'activité aussi de nuage de mots, mais avec un cours, il ne s'agit pas d'un cours de langue, c'est pour un cours de didactique. Donc là, ce sont des étudiants qui passent le concours pour être professeurs de langue. Donc en face de moi, j'ai des étudiants en chinois, en espagnol, en italien, en allemand, en portugais éventuellement, même si c'est rare. Donc là, c'est un nombre d'étudiants un peu plus restreint. Ils sont au maximum une vingtaine en général, vraiment maximum. Là, dans cette première slide, c'est vraiment, on allait faire un cours sur l'activité langagière qui est la compréhension de l'oral. Donc, on commence par ce que vous savez déjà sur la compréhension de l'oral. Ils ont déjà des notions. Parfois, ils ont fait des options en L3 qui leur a permis de travailler ça. Ils ont fait des stages d'observation, parfois dans des collèges et des lycées. Et puis, voilà, le but, c'est d'évaluer leur état de connaissance sur la compréhension de l'oral. On met en commun les réponses. Moi, j'adapte ce que je vais dire selon leurs réponses aussi. Ça me permet à la limite, moi, je sais ce que je vais dire après. Je me dis, je passerai plus vite. Apparemment, là, ils ont des connaissances où il y a des choses que je vais devoir préciser. Et je les fais parler à partir de leurs réponses. Et donc, dans la diapositive suivante, hop, non, en arrière, excuse-moi, il en manque peut-être, non. Voilà, celle-là, très bien. Donc, c'est la même activité sur la compréhension de l'oral avec les mêmes étudiants, mais une fois que j'ai fait mon cours. Voilà, on a un cours de 4h30 le vendredi. Donc, d'abord, celle qu'on a vue juste avant, je leur ai demandé ce qu'ils savaient. Après, on a fait le cours. Et là, à la fin, je leur redemande ce qu'ils savent sur la compréhension de l'oral. Heureusement pour moi, comme vous le voyez, le nuage de mots est plus étoffé. Donc, ça permet de voir qu'en effet, le cours leur a apporté des éléments, ce qui est bon pour eux et pour moi. Les éléments qu'ils ont écrits sont des éléments plus précis. On voit que le cours leur a amené des éléments plus précis, notamment au niveau de la mise en place, comment on met en place une compréhension de l'oral en cours de langue. Vous avez des mots comme grille d'écoute, texte lacunaire, plusieurs écoutes, lexique actif, pré-écoute, ce qui permet vraiment de voir ce que leur a apporté le cours entre ce qu'ils savaient et ce qu'on a appris ensemble. On va passer maintenant à l'activité de brainstorming. Voilà, merci Jocelyn. Alors là, c'est à nouveau un exemple en cours de langue, comme je pense que vous l'aurez vu. À nouveau, pour que ce soit accessible à tout le monde, c'est un exemple utilisé avec des premières années, des débutants en première année d'université, des non-spécialistes. Il s'agit de l'activité de vérification des acquis en début de cours. On avait travaillé les semaines précédentes sur, très classiquement, apprendre à se présenter. Donc, première colonne, comment t'appelles-tu? La seconde, où habites-tu? La troisième, d'où es-tu? Et la quatrième, quelle est ta nationalité? Et le but, comme je l'avais dit en introduction, c'est que comme ça, tout le monde a l'occasion de produire. Si je le faisais à l'oral classiquement, voilà, je interrogerais 3, 4 étudiants et tous ne pourraient pas produire, ce qui est vraiment important. Ils en sont au début. Et là, tous peuvent produire et faire des phrases. Voilà. Donc, et ça me permet de modérer. Alors là, vous le voyez pas, je ne peux pas le mettre visible pendant qu'il participe.
je peux, sur chacune de leurs réponses, pareil, jeter s'il y a une erreur, leur dire quelle est leur erreur ou leur amener soit eux-mêmes ou entre camarades, entre étudiants à dire l'erreur et à renvoyer. Vous voyez en bas que j'avais attribué 3 minutes à l'activité. On peut relancer le temps s'il y a besoin. Et ça permet de jeter et qu'ils renvoient des phrases qu'ils ont corrigées. Et pareil, là, reste une trace écrite des réponses qui sont justes, toutes correctes. Et pareil, je peux le remettre après sur Moodle pour qu'ils puissent en servir, par exemple, pour réviser, par exemple, le vocabulaire. Dans la prochaine slide, on va voir toujours la même activité. Et comme j'ai fait pour les nuages de mots, cette fois-ci, dans un cours qui n'est pas un cours de langue. Alors là, c'est un cours de méthodologie pour des étudiants qui sont en langue étrangère appliquée. Donc, pareil, en face de moi, j'ai des étudiants qui font du LEA anglais-arabe, anglais-italien, espagnol, chinois, etc. Et dans ce cours, le premier début du semestre en méthodologie, on travaille sur la méthodologie universitaire et je vois avec eux un petit peu le travail sur la prise de notes. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est de partir de ce qu'ils savent faire, de leurs astuces et de mettre en commun quelles sont leurs astuces au niveau de la prise de notes en cours. Et l'intérêt, c'est d'illustrer ce qu'a dit Jocelyn tout à l'heure, c'est de voir comment on peut construire le cours ensemble. Là, c'est eux qui amènent leurs astuces, qui amènent leurs propres astuces aux camarades, plutôt que ce soit moi qui le fasse. Évidemment, moi, j'ai prévu après de leur en proposer si certaines ne sont pas dites. Et ça me permet parfois, d'ailleurs, c'est souvent le cas, qu'ils proposent des astuces auxquelles je n'avais pas pensé et que j'ajoute d'année en année grâce à leurs réponses. Le fait qu'ils puissent liker, vous voyez les petits cœurs. Tout à l'heure, Jocelyn vous en a parlé. Ça évite qu'ils répètent 50 fois la même réponse. Là, c'est un groupe où ils sont à peu près 35. Si j'ai 20 fois la même réponse, ça me prend toute la colonne pour rien. Donc, le fait de pouvoir liker, ça permet de dire, voilà, moi aussi, j'aurais dit la même chose, j'ai la même astuce, pas besoin que je répète. Et ça me permet aussi, moi, en tant que professeur, de connaître leur pratique, voilà, sur un écran, comme ça, ensemble, on met en commun. Et moi-même, je me rends compte de leur pratique, de leur état de pratique de la prise de notes. C'est variable d'une année sur l'autre. Et d'ajuster éventuellement dans les slides suivantes. Dans la slide suivante, donc, que va montrer Jocelyn, voilà, c'est toujours le même cours, le cours de méthodologie, mais cette fois-ci, c'est dans la deuxième partie de l'année, ils doivent faire du semestre, ils doivent monter un dossier où ils proposent un service ou un produit qu'ils proposeraient au sein de la communauté universitaire. Et donc là, on est à peu près à la fin du semestre, et on a vu comment faire un pitch, et ils font un des pitchs, donc ils doivent durer maximum 1 minute 30 et ils passent pour présenter face à leurs camarades leur service ou le projet qu'ils donneraient ou le produit qu'ils proposeraient. Et ensuite, leurs camarades font un feedback sur ce qu'ils pensent de leur projet, du service. Donc, quelles en sont les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et là, c'est vraiment utile parce que c'est utile à leurs camarades. Voilà, ils en sont aux 3/4 du montage de dossier. Ils peuvent présenter le service virtuel qu'ils proposeraient et leurs camarades leur disent ce qu'ils en pensent et ça leur permet de dire tiens, notre service, on n'a pas pensé à ça, il y a tel concurrent ou tiens, ça c'est pas clair pour le futur client par exemple ou on pourrait le rectifier. Donc ça, je vous ai montré, voilà, International Foodies, c'est le nom du service proposé qui a été proposé par 4 étudiants. Et dans la slide que va montrer, ouais, super. C'est toujours l'activité donc de brainstorming, cette fois-ci dans un cours de didactique, toujours le cours didactique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celle-là, c'est une que j'ai faite récemment. En fait, à la fin entre mi-novembre et début décembre, les étudiants donc, de Master 1 partent en stage d'observation de 3 semaines. Au second semestre, ils feront de la pratique en collège et lycée. Et donc, là, on les récupère après ces 3 semaines. En général, ils ont plein de choses à dire. Et je voulais éviter un petit peu cette espèce d'habitude qu'on fait souvent dans ce qu'on appelait avant les UFM et maintenant les INSPE, donc les centres, les écoles où sont formés les futurs professeurs, de faire un tour de table qui dure beaucoup de temps, où on répète souvent les mêmes choses et ça devient un petit peu un déversoir. Là, j'ai voulu un petit peu éviter ça tout en leur donnant la parole. Donc là, ils ont exprimé de façon dirigée, puisque j'ai choisi les colonnes.
Pour la première colonne, vous voyez, ça permet de voir ce que concrètement leur avaient apporté les séances précédentes qu'on avait faites ensemble sur la didactique, comment ils ont pu observer comment c'était mis en place en classe concrètement, dans les classes du secondaire. Et les autres colonnes me permettent de, vous voyez, il y a la colonne ce que j'ai appris, ce qui m'a étonné, et les documents qui sont utilisés par le tuteur permettent de faire le lien avec ce que moi je savais faire, j'allais faire dans le cours ensuite, et éventuellement avec le second semestre ou dans les années à venir, ce qu'il faudrait peut-être qu'on rajoute. Et ça permet de quand même faire l'équivalent d'un tour de table et de montrer aux étudiants qu'ils sont écoutés, on en a discuté ensemble, moi je fais un tri, je vois qu'il y en a qui se recoupent, etc. Ça demande une certaine dose d'improvisation, mais c'est une habitude. Et enfin, la dernière slide, je crois que c'est bon au niveau du temps, Jocelyn. Donc là, on retourne sur un brainstorming en cours de langue. Je finis sur une note donc, du cours d'italien. C'est là un cours de langue un peu plus avancé. Ce sont donc des 3e années. Donc, c'est leur 3e année d'apprentissage de l'italien. Ils ont commencé en L1. Et là, c'est une nouvelle initiation que j'ai commencé cette année de brainstorming. En fait, je l'utilise pour corriger les exercices, notamment là, pour corriger un examen. Dans l'année, dans le semestre, je les évalue 3 fois une demi-heure. Et j'avais commencé par un examen de compréhension de l'écrit. Et évidemment, c'est important d'évaluer pour qu'ils aient une note, mais c'est parce que ça fait partie de l'apprentissage. Donc, c'était important pour moi de faire la correction avec eux, tout en me disant, ça va être chronophage, j'ai qu'1 heure et demie par semaine, j'ai 18 heures par semestre, dans lesquelles je dois les évaluer, faire du cours et faire la correction. Et donc là, ce que j'avais fait, j'avais divisé la classe donc par des sous-groupes. Donc, j'avais fait, par exemple, dans ce cas-là, 5 groupes de 6, 7 étudiants. Chaque groupe était en charge d'une question, de la correction d'une question, où il fallait marquer vrai ou faux dans l'examen, puis justifier. Et donc, quand j'ai lancé le brainstorming, la première colonne, c'était le groupe 1 qui devait s'en charger, donner la correction de la première question de l'exercice, la deuxième colonne, la seconde question. Et chacun, en fait, était en charge d'une seule question, donc c'était assez rapide. Et en soi, ils ont participé à faire la correction de tout l'exercice. Ce qui m'a permis de gagner un sacré temps et d'avoir quand même une correction qui était faite par eux. Voilà, et de les rendre actifs là aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, concrète dans l'utilisation des 2 activités donc de nuage de mots, de brainstorming, aussi bien en cours de langue que dans d'autres cours, face à des effectifs plus ou moins importants, dans mon cas qui ne dépassent pas les 45, et d'avoir parlé donc aussi du rôle de modérateur et de comment j'essaie de mettre en place collaboration, interaction et remédiation. Merci infiniment, Julia, pour ces cas ultra concrets dans différentes séquences que tu peux donner, en plus, soit dans des cours de langue, de didactique, et sur aussi la co-création de cours en fonction des connaissances de base, et ensuite d'avancer. Et effectivement, la manière dont tu utilises de manière assez avancée, je trouve, le brainstorming, le type de question brainstorming au sein de WooClap. Donc, merci encore pour ces cas d'usage et ces explications sur ta réalité à toi d'enseignante qui utilise WooClap. Je vois le temps qui défile, mais il nous reste quand même quelques minutes, justement, vous le voyez à l'écran, pour des questions. Si jamais il y a des questions qui pourraient être auxquelles on pourrait répondre, soit Julia, soit moi, du côté de WooClap à l'oral. Je pense que peut-être, Alexandrin, tu as une bonne vue sur un peu l'entièreté des questions qui a été posée. Et donc, n'hésite pas à nous solliciter dans ces dernières minutes pour qu'on puisse y répondre au mieux. Oui, alors on a une question tout d'abord pour Julia. Julia, quels sont les feedbacks que vous auriez pu avoir de vos étudiants concernant l'outil? Quels sont les retours de vos étudiants? J'ai vraiment plus que l'impression, parce que j'en parle avec eux, que cela leur convient très bien. Alors déjà, ça leur convient d'un point de vue pratique. C'est vrai que la pratique que j'ai moi, l'utilisation de WooClap, je l'ai intensifiée malheureusement avec la situation dans laquelle on a été pendant la pandémie, parce qu'on a été soit en demi-jauge, donc ils venaient qu'une semaine sur 2, donc une semaine sur 2, ils étaient en présentiel ou en distanciel, soit en tout distanciel. Donc, de façon très pratique, maintenant, je pense qu'ils ont pris l'habitude de savoir qu'ils peuvent récupérer le cours. Et même s'ils n'ont pas été là, ils peuvent le faire tout en étant actifs, même si c'est en asynchrone. Et en classe, ils se sentent beaucoup plus actifs. Ça a libéré, entre guillemets, un peu plus la parole. Je dis bien entre guillemets parce qu'il
quand c'est un cours de langue, il y a toujours le frein de devoir éventuellement parler en langue étrangère. Et pour avoir fait des comparatifs aussi, je ne dis pas que c'est fulgurant, hein, mais j'ai quand même une amélioration aussi dans les résultats à mes examens. Voilà. Après, la limite, mais on a déjà parlé un petit peu, c'est de transférer leurs réponses. Donc, certes, ça améliore la production écrite, mais de pouvoir leur faire aussi de l'oral. Parce qu'en tant que professeur de langue, mais pour ça, je n'ai pas la solution magique. Merci beaucoup. On a plusieurs réactions aussi dans le chat qui disent que votre présentation était très intéressante, la démonstration avec le nuage de mots, la présentation aussi du rôle de modérateur qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Une question peut-être, alors je ne sais pas qui de Jocelyn ou Julia pourrait y répondre, mais une question de Afida qui demande si on peut lancer des questions pour un sous-groupe. Je ne sais pas, Julia, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ou bien Jocelyn, si toi tu sais y répondre. Ouais, moi, je n'ai jamais fait. C'est une bonne question, Afida. Merci beaucoup pour cette question. Alors, la gestion des sous-groupes, vraiment de manière native au sein de WooClap n'est pas encore développée. Par contre, de pouvoir avoir des chemins de traverse, en tout cas d'être un peu fin dans l'utilisation des questions, comme ce que pouvait proposer Julia sur le brainstorming, par exemple, et de pouvoir se dire qu'un sous-groupe défini ne va s'occuper que de cette catégorie-là, que de répondre à cette question-là quand on a plusieurs catégories dans un brainstorming. Ben voilà, c'est juste une disposition et qu'il faut mettre en place et ensuite que chacun connaisse son rôle ou en tout cas que chaque sous-groupe connaisse un petit peu la colonne au sein du brainstorming auquel il répond. Mais il y a des manières de faire qui peuvent être aussi un peu plus poussées sur le fait de… Alors, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le fait de pouvoir potentiellement, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine formation, de pouvoir, si vous avez accès au mode asynchrone de WooClap, donc de créer des petits questionnaires asynchrones pour chaque groupe, chaque sous-groupe, qu'ils travaillent sur leur petit questionnaire asynchrone en sous-groupe, et ensuite qu'on puisse afficher au fur et à mesure leurs réponses, en tout cas qu'on s'attarde sur la réponse du sous-groupe 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc, il y a des choses à faire, voilà, avec aussi le mode asynchrone de WooClap, de les laisser, entre guillemets, libres de leurs réponses sans afficher une question en tant que créateur, et puis d'y revenir ensuite et d'aller voir ce qui s'est passé dans chaque sous-groupe et dans chaque questionnaire asynchrone de WooClap. Je pense que voilà, il y a des choses qui peuvent être un peu intéressantes sur ces questions-là. Super. Et sinon, je pense que la plupart des questions ont été répondues par Anaïs dans le chat. Il nous reste 2 petites minutes, donc je ne sais pas s'il y a des dernières questions pour Julia et ou pour Jocelyn. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je pense qu'il y en aura toujours et on est disponible, hein, que ce soit notamment aussi Anaïs, que vous pouvez retrouver dans la bulle de chat de vos espaces WooClap. Si vous avez des questions qui vous viennent après cette formation, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est assez réactif, on essaie d'y répondre très, très rapidement. Et également, je réitère le fait que donc, ce format de formation, de WooFormation, comme on les appelle, vont reprendre sur les chapeaux de roue en 2022, et notamment tous les mois. Donc, n'hésitez pas à rester attentif sur le fait que voilà, peut-être qu'une thématique en particulier, que ce soit en janvier, février, voilà, en mars, avril, tous les mois de l'année pourront vous intéresser. Voilà. Peut-être qu'on réfléchira à cette question des sous-groupes, ou peut-être qu'on réfléchira à la question de l'asynchrone, ou peut-être qu'on creusera encore plus les usages d'une seule question de brainstorming, avec en plus des évolutions qui viennent d'arriver très très récemment sur la manière dont fonctionne le brainstorming. Donc voilà, n'hésitez pas à rester alerte sur ces WooFormations. Et je souhaitais conclure par le fait de encore te remercier 1000 fois, Julia, pour ta présence, pour notre préparation et pour tes explications très claires et tes cas d'usage très concrets, que ce soit dans tes cours d'italien ou de didactique. Et donc, ça donne aussi un panel de différentes choses qui peuvent être faites avec WooClap.
et dans la manière dont toi, tu utilises la solution dans ton quotidien d'enseignante. Voilà, encore merci mille fois à toi de nous avoir donné ton temps et de nous avoir expliqué un peu ces différentes choses que tu fais avec la plateforme. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir posé beaucoup de questions. J'ai vu pas mal de questions passer. On vous souhaite chez WooClap de belles fêtes de fin d'année, puisque c'est la dernière formation de l'année, mais on revient en 2022. Voilà, je vous remercie. On vous remercie encore toutes et tous d'avoir été présents, d'avoir été attentifs et d'avoir posé toutes ces questions. Et encore une fois, merci Anaïs et Alexandra et Julia pour cette formation. Merci à tous. Une belle fin de journée. Merci à tous. Belle soirée. Bonne soirée, bonne fête.